Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Avant, comme d'habitude, avant d'entamer le podcast, je vous rappelle rapidement, chères auditrices et chers auditeurs, que l'autre football est présent sur YouTube, sur Mixcloud et depuis quelques temps sur TuneIn, qui est une autre plateforme, ma foi, de podcast et de contenu de radio. Et puis bien sûr, voilà, vous êtes invités à nous suivre sur Twitter, à nous interpeller. On sera toujours ravis de répondre à vos questions et moi, voire même de prendre en compte vos suggestions pour les podcasts à venir et pour Lucarne Opposé. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager nos articles du site Lucarne Opposé et donc les podcasts que nous faisons, les podcasts L'autre football. Alors comme nous l'avons dit précédemment, dans le premier volet, un gros volet sur la partie Amérique du Sud des qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie, ce coup-ci, voilà, ça va être le second volet, donc, qui sera cette fois dédié au continent africain. Donc c'est donc en Afrique que nous allons nous balader. Une zone qui, bon, si elle a déjà fait exulter deux pays, de grands pays de football, elle n'en a pas encore tout à fait fini avec ses qualifs. Il reste encore des journées, voire deux pour deux pays d'entre eux qui ont le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui ont un match en retard à jouer par rapport aux autres. Ma foi, qui dit Afrique sur Lucarne Opposé dit bien entendu généralement Pierre-Marie Gosselin, le griot blanc de Cotonou, je ne me trompe pas, il me semble bien que c'est Cotonou, qui va nous aider à faire le point sur ces éliminatoires africains. Comment vas-tu, PM ? Bonsoir Simon, écoute, ça va très bien, sous le crépuscule de Cotonou où la nuit est en train de tomber. Je ne me trompais pas, blanc, c'est bien Cotonou. Je sais pas encore, parce que ouais, c'est bien Cotonou. Par contre, griot blanc, bon, quand même, griot, c'est un statut qui est assez important dans la société, donc je sais pas si je peux d'ores et déjà y prétendre. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra, mais là, c'est beaucoup trop d'honneur, Simon. Écoute, en tout cas, pour nous, tu l'es déjà, mais si c'est un statut aussi gros, on va se calmer. Mais on va dire en tout cas que tu es un sacré spécialiste du football africain à Lucarne Opposé. Alors ma foi, comme je l'ai dit, sur ces, il y a pas de quoi, sur ces éliminatoires africains, il y a déjà deux pays qui ont exulté, deux pays qualifiés, deux immenses nations du football dont nous allons parler. Il s'agit du Nigeria, des Super Eagles, et de l'Égypte, des pharaons égyptiens que l'on va enfin retrouver à une Coupe du Monde après des années et des années d'absence et pourtant de nombreux titres à l'échelle continentale. Mais faisons les choses dans l'ordre et je te propose de commencer par le Nigeria, puisque tout simplement c'est le groupe B, alors que l'Égypte était le groupe E. Et aussi de parler un peu du Nigeria, parce que si le Nigeria a exulté, dans son groupe, il y a deux autres grandes nations du football qui ont déchanté. Et de notre chère Algérie, de nos chers supporters algériens. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux nations ? Alors, on va commencer dans l'ordre, on va commencer quand même honneur aux vainqueurs, honneur aux qualifiés, donc honneur au Nigeria. Donc, comme tu l'as dit, c'est le groupe B, mais en plus c'est le premier pays à s'être qualifié puisqu'ils se sont qualifiés le samedi et l'Égypte le dimanche, donc ça justifie encore plus de commencer par eux. Donc, pour les Super Eagles, c'est pas compliqué, ils ont complètement dominé le championnat de qualification, la phase de poule, 13 points sur 15 possibles après 5 journées. Donc une seule équipe a réussi à leur résister et à leur prendre 2 points. Donc bon, ça montre un peu la qualité du parcours fait par les joueurs de Garde Notre-Or. Le Cameroun, il s'agit, juste pour donner le résultat dont tu parlais, il s'agit donc du Cameroun qui est la seule équipe à avoir réussi à trouver le nul contre le Nigeria à Yaoundé. Oui, c'est exact. Dans un match où de toute façon le Cameroun n'avait plus beaucoup d'espoir quant à une hypothétique qualification. Du coup, donc pour revenir un peu sur ces Super Eagles, ils n'arrivent pas de nulle part, parce que c'est quand même une des plus grandes nations du football africain. Ils participent très régulièrement à la Coupe du Monde. Il faut se souvenir qu'au Brésil en 2004, ça s'était joué à très peu contre l'équipe de France en huitième de finale. Souvenez-vous, il y avait eu un carton rouge qui aurait pu être donné à Blaise Matuidi et puis finalement il était resté sur le terrain et les Nigériens avaient encaissé un but en fin de match. Donc voilà, c'était tout sauf une équipe facile, donc qui méritait même d'aller peut-être un petit peu plus loin déjà au Brésil. Depuis, ils ne sont pas qualifiés pour la CAN
Par contre, ils ont essayé de bien préparer ces qualifications à la Coupe du Monde en nommant Gernot Rohr, donc l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, hein, le franco-allemand, enfin plutôt l'allemand, le le germano-français. Germano-français, franco-allemand, oui, on peut le tourner de plusieurs manières, mais oui, on y est. Ouais, ben, je pense il est allemand avant d'être français, donc c'est pour ça que j'ai rectifié, que j'ai replacé le germano d'abord. Tu as bien raison. Il est arrivé, il y a un an et demi même, il n'était même pas sélectionneur puisqu'on l'a fait arriver avec un statut de DTN. Et souvenez-vous, au moment de sa nomination, c'était la shortlist entre lui et Paul Le Guen. J'ai envie de dire, heureusement pour la fédération nigériane, ils ont peut-être misé sur le meilleur des deux, puisque bon, Gernot Rohr a quand même une bonne expérience du continent africain. Il a déjà travaillé au Burkina Faso, au Gabon, ça s'était très bien passé. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien pour le Nigeria, surtout qu'il est anglophone et que je ne veux pas juger Paul Le Guen, mais quand on l'entend parler sur les radios et sur les télés françaises, son accent anglais laisse un peu à désirer, donc j'ai du mal à imaginer qu'il soit complètement fluent. Ça aurait compliqué avec l'accent nigérien qui est très particulier. Ouais, il mâche pas mal les mots, ouais. C'est un peu, mais bon. Disons que je pense que c'est plus facile quand même dans ce contexte-là pour Gernot Rohr que ça l'aurait été pour Paul Le Guen. Et puis après, par la suite, c'est que des bons résultats, hein. Gernot Rohr, il fait un super boulot. Il a récupéré le poste de sélectionneur après quand même un petit peu de temps. Il a passé plusieurs mois à observer, à prendre la mesure du championnat local, à prendre un peu la mesure de tous les éventuels prospects binationaux avec qui il pourrait travailler. Il a travaillé avec la sélection locale du Chan. Et puis avant de prendre la tête de la sélection dès le début de cette phase de qualification mondiale. Pour le potentiel de cette équipe, au niveau des joueurs, bon. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander qui on va retrouver comme Super Eagles dans cette pour la Coupe du Monde. J'ai l'impression que leur visage a relativement assez changé depuis 2014. Oui, quand même, il y a une cure de rajeunissement qui a été effectuée. Ils ont gagné une Coupe du Monde de jeunes. Alors, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 2015, il me semble. 2014 ou 2015, où ils ont fait de très bons résultats avec un petit scandale inévitable avec les équipes africaines, et tu as fait un très bon article dessus, sur Lucarne Opposée. Je le recommande à nos auditrices et nos auditeurs sur les fameux problèmes d'âge en Afrique. Et il me semble que encore une fois, il y avait eu un scandale lié à l'âge des participants à ce championnat de jeunes. Pour te dire, le dernier, donc ça c'était l'édition où ils avaient pu participer. Pour la dernière édition, ils n'ont même pas pu participer puisqu'au moment de faire les qualifications, en commençant bien sûr par la zone africaine, au moment de la CAN du coup, parce que c'est la CAN junior qui permet de se qualifier au mondial. Tout simplement, il y a 26 joueurs nigériens qui ont été recalés au test de l'IRM. Donc même si c'est un pays de 130 pratiquement 200 millions d'habitants, quand vous enlevez les 25 premiers joueurs que vous avez prévu de sélectionner pour votre équipe pour participer à la CAN, c'est quand même un peu compliqué de partir sur une liste à ça. Donc ils ont laissé tomber, ils ont déclaré forfait et ils sont suspendus pour 2 ans, je crois. Donc on va les retrouver de toute façon très bientôt. Alors, mais du coup, qui vont être les leaders? Qui vont être les leaders, oui, de ce Nigeria 2018? Alors, l'équipe type est pratiquement déjà en place. Gernot Rohr il a réussi à faire une très bonne alchimie entre les vieux. Quand je dis vieux, c'est avec beaucoup de guillemets, même si leur âge sur le papier est donc différent de leur âge réel, comme par exemple Obi Mikel, qui est le capitaine, qui est le maître à jouer de cette sélection nigériane. On a une image de lui un petit peu défensive, hein, parce que c'est vrai que quand on le voyait jouer du côté de Chelsea, c'était souvent dans un milieu très défensif où il ne se projetait que très rarement vers l'avant. Et c'est pas du tout cette fonction qu'il a au Nigeria, puisqu'il joue un petit peu plus haut sur le terrain. Il a davantage d'influence sur le jeu et notamment sur le jeu offensif de son équipe, où il est, c'est pratiquement lui qui est à l'origine de toutes les actions. C'est lui qui oriente un peu le jeu à droite, à gauche, dans la profondeur, course, et voilà, c'est lui qui dicte un peu le rythme. C'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et il a un rôle qu'il arrive complètement à assumer, et c'est vraiment impressionnant parce qu'on a souvent eu des problèmes de clan, alors pas qu'au Nigeria, ça arrive dans beaucoup de sélections, mais ces problèmes de clan n'ont pas l'air d'apparaître dans cette équipe nigériane. On a pourtant des jeunes binationaux qui sont peut-être plus anglais que nigérians. On a des jeunes là qui sont en train de pousser, qui essayent de récupérer une place en sélection alors que c'est très difficile. Et malgré ça, on a une unité. On a un groupe qui semble très uni et qui semble prêt à affronter les prochaines épreuves et notamment à être prêt pour arriver à une Coupe du Monde sans
sans histoire de prime, sans histoire extra-sportive qui pourrait enrayer un petit peu le bon comportement que pourrait avoir cette équipe. Alors, hormis oui, Obi Mikel, je savais pas pour le Nigeria. Je pensais pas qu'il y avait quelquefois des problèmes de binationalité, comme tu le dis. Donc il y a certains joueurs qui sont nés en Angleterre et qui ont seulement la nationalité. voilà, il y en a de plus en plus. Hein. Je pense par exemple à Ola Aina, qui a eu sa première sélection lors du dernier match contre la Zambie. C'est un arrière droit qui a fait les sélections de jeunes avec l'Angleterre jusqu'à l'équipe plus jeune. Donc il est allé loin dans ces sélections-là. Et puis finalement, il a accepté de relever le challenge du Nigeria. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont nés au Nigeria, mais qui ont grandi en Angleterre. Là, on se rend pas compte de la puissance et de la taille de cette diaspora nigériane, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément un pays de destination, un pays d'arrivée pour les Nigériens, vu qu'ils sont anglophones, ils privilégient davantage l'Angleterre, les États-Unis. Et là-bas, je prépare une émission où j'allais parler de NBA pour tout à l'heure, et tout à l'heure, c'est le même problème. Enfin, c'est le même problème. C'est plutôt le même résultat avec beaucoup de joueurs NBA maintenant qui sont des descendants de la diaspora nigériane, soit de première, soit même de direct, en arrivant même directement sur le continent à leur plus jeune âge. Donc voilà, c'est une réalité sur laquelle va pouvoir s'appuyer sur le Nigeria. C'est des joueurs qui sont avec une culture tactique un peu différente. C'est des joueurs qui sont avec une culture du jeu tout simplement tout différente, puisque vous imaginez bien le grand écart qu'il y a entre le championnat de première division au Nigeria et la première ligue. Donc voilà, c'est une alchimie qui est nouvelle. C'est en train de naître un petit peu, et puis vous allez voir à l'image du Sénégal, un peu dont on reparlera tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de binationaux. Ça permet quand même d'améliorer intrinsèquement les résultats de l'équipe. Tu parlais d'équipe type, voilà, tu disais parmi ces joueurs-là, tu parlais d'équipe type. Est-ce que tu peux nous la donner un petit peu, cette équipe à peu près? Donc pour l'équipe type, Gernot Rohr a déjà quand même un 11 qui se détache de par cette très bonne période de très bonne phase de qualification. Il y a juste un petit bémol qui peut apparaître sur le poste de gardien, puisque Enyama, le gardien titulaire et emblématique de cette sélection nigériane, ne joue pas du côté de Lille, même si apparemment il est remonté dans la hiérarchie puisqu'il est maintenant aujourd'hui peut-être deuxième gardien. C'est quand même trop peu pour Gernot Rohr qui a exigé que son gardien puisse, que le gardien qui sera titulaire à la Coupe du Monde puisse jouer régulièrement en club. Donc à Enyama de trouver une solution dès cet hiver pour essayer de réintégrer cette équipe-là. Donc en attendant, c'est un local qui joue, Ezenoa. Il est pas très connu du grand public. Il a quand même pas mal d'expérience. Hein. C'est un joueur qui approche de la trentaine, qui a participé aux qualifications du CHAN dans lequel le Nigeria va prendre part au mois de janvier prochain au Maroc. Et donc voilà, c'est un joueur d'expérience. C'est peut-être pas le meilleur gardien de cette Coupe du Monde, mais ce sera malgré tout une valeur sûre et un joueur de confiance sur lequel pourra s'appuyer Gernot Rohr. Ensuite, sur une charnière qui est constituée de deux binationaux. Léon Balogun, qui est germano-nigérian, lui pour le coup, qui est né à Berlin, qui a été formé en Allemagne et qui joue aujourd'hui à Mayence. Et il est associé dans l'axe avec un Hollando-nigérian, Troust Ekong, qui joue à la Gantoise. Donc c'est deux jeunes joueurs, hein, jeunes entre guillemets, puisque Balogun a quand même relativement jeune, mais c'est surtout une manière très performante. Ils sont très physiques, ils sont très grands, très solides, et ça permet de donner une base forte à cette équipe nigériane. Sur les latéraux, ça bouge un petit peu puisque on a Echejide, l'ancien joueur de Lyon, de Monaco, pardon, qui est régulièrement titulaire. De l'autre côté, voilà, il y a Ole Aina qui a fait son entrée. On a aussi des jeunes Awaziem qui montent. Voilà, c'est un poste où ça peut éventuellement bouger, puis en fonction surtout du rythme et de la forme des joueurs au moment du mondial. Pour le milieu, donc c'est un milieu avec Ndidi, Onazi, Etebo, Moses. Voilà, ça tourne avec ces 5 joueurs, avec en priorité Moses, Onazi et Ndidi qui sont pour l'instant les 3 indéboulonnables, et Etebo qui avait fait des excellents Jeux Olympiques, qui était le meilleur joueur des Super Eagles pendant les Jeux Olympiques, et qui revient de blessure, qui a fait quelques entrées pendant ses qualifications, et qui logiquement, s'il est en forme au mondial, devrait quand même prétendre à un temps de jeu conséquent. Pour la ligne d'attaque, c'est l'abondance de biens. Franchement, Gernot Rohr, là, il a un choix multiple avec d'abord ces deux excentrés, et les homonymes Victor Moses, qui est plus habitué maintenant à jouer arrière latéral du côté de Chelsea avec
compter, mais dès qu'il revient en sélection, il retrouve son poste d'ailier qui était le sien à ses débuts. Et Simon Moses, qui lui joue du côté de la Gantoise, qui est un petit jeune de 22 ans qui marque beaucoup de buts, qui a fait beaucoup de progrès, qui a réussi à gagner sa place de titulaire pendant ses qualifications. Devant, pour l'instant, c'est Hudson Igayo, qui joue en Chine. Mais bon, peut-être que pour lui aussi, ça dépendra vraiment de la forme du moment. Il y a aussi Kelechi Iheanacho, qui joue le transfuge de City à Leicester. Il y a aussi Alexis Bouty, donc ils sont 6 joueurs vraiment à avoir pris un peu le dessus dans la hiérarchie de Gernot Rohr, avec Victor Moses qui par son expérience pratiquement assuré d'être titulaire, Moses Simon, ça peut se jouer avec Iwobi et Igayo avec Iheanacho. Dans tous les cas, il aura le choix, il va pas partir à la Coupe du Monde avec uniquement 11 joueurs pour jouer, mais il pourra s'appuyer sur un groupe de 13 ou 14 joueurs qui seront performants et capables de jouer chaque match. Bon, un Nigeria, ma foi, assez sérieux, qu'on attend à la Coupe du Monde de pied ferme et qui a l'air d'avoir fait le travail pour y aller de manière correcte et être, comme d'habitude, un joyeux outsider. Et du coup, pourquoi pas ne pas faire mieux cette fois-ci qu'un 8e de finale est tombé, qui était donc tombé contre l'équipe de France, mais non sans honneur, comme tu l'as rappelé. Mais alors dans ce groupe, comme on l'a dit, tu avais commencé évidemment par celui qui méritait les honneurs. Il y en a 2. Bon, il y a la Zambie qui ne s'est pas qualifiée, qu'on a connu un peu au top, mais qui n'est pas non plus un grand cadre de la zone et qui en plus se classe 2e pour le moment du groupe, ce qui n'est pas nul. Mais par contre, en revanche, le 3e et le 4e, pour le moment, il reste une journée. Ce sont le Cameroun et l'Algérie qui sont du coup des grosses déceptions, il faut le dire. Même si ça avait l'air d'un groupe de la mort, quand même. Nigeria, Cameroun, Algérie et donc Zambie, c'était quand même un gros groupe. Mais du coup, il y avait forcément un gros qui passait à la trappe. Mais pour le coup, ce fut le Cameroun et l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les Camerounais et les Algériens? Alors, juste pour finir sur le Nigeria, quand même, c'est une information qui peut influer sur leur parcours. Ils sont pas sûrs d'être 3e chapeau. Pour l'instant, ils sont en balance en fonction des résultats, notamment du Pérou et de l'Australie. Ils pourraient se voir basculer 4e chapeau, et on sait que l'importance que peut avoir les chapeaux dans le tirage au sort, même si à la Coupe du Monde c'est un peu compliqué avec ces histoires de zone où 2 équipes par exemple de l'UEFA ne peuvent pas s'affronter, enfin 2 équipes de la même zone ne peuvent pas s'affronter. C'est quand même un petit bémol qui pourrait être malheureusement comme un caillou dans la chaussure des Nigérians au moment d'arriver en Russie. Donc maintenant, pour revenir à ce groupe et donc aux 2 éliminés, surtout à l'Algérie, parce que l'Algérie pour l'instant n'a pris que 1 point, n'a réussi qu'à faire un seul match nul dans toute cette campagne de qualification, et c'était au tout début de la campagne, donc autant vous dire qu'ils ont rapidement baissé les bras. C'est un désastre qu'on pouvait peut-être pas annoncer, mais qui pouvait être imaginable, perceptible de par cette désastreuse gestion qui a été faite de l'après Coupe du Monde 2014. Voilà, l'Algérie était pratiquement vainqueur de l'Allemagne, pratiquement, puisque ça s'est joué sur un but en fin de prolongation, ou plutôt sur un raté en fin de prolongation qui ne leur a pas permis de se qualifier. Et suite au départ de Ali Lodzik, on a vu arriver Christian Gourcuff, et Christian Gourcuff, lors de la CAN 2015, il s'est fait éliminer en quart de finale par la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui a gagné la compétition ensuite. Mais cette élimination n'est pas plus du tout à la presse, et il a reçu beaucoup de critiques. Il a été très affecté par les retours qu'il a eu suite à cet échec bien sûr que c'était un échec, mais c'était relativisable suite au parcours et à l'adversaire, surtout contre qui ils ont été éliminés. Mais il n'a pas accepté. Il a commencé la phase de qualification pour la CAN, où il a fait des très gros matchs, où il a éliminé la Tanzanie en mettant un carton, un 7-0 à domicile notamment. Mais malgré cela, la fracture était déjà trop ouverte, et il a préféré partir. Et une fois que Ali Lodzik était parti, c'était fini. On a déjà 3 sélectionneurs qui se sont succédés. Maintenant, c'est Rabat Madjer qui prend la succession de Alcaraz, le sélectionneur espagnol qui a fait finalement que 2 matchs. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être davantage politiques que sportifs dans cette fédération algérienne. Il y a peut-être des coups de balai à passer devant les bureaux de certains services, et pour essayer de récupérer ce qui est une anomalie, parce que l'Algérie c'est potentiellement quand même une des meilleures équipes de regarder la liste des joueurs qui pourraient compléter cette équipe, c'est juste hallucinant. Beaucoup de binationaux, quand même de joueurs locaux. Le championnat algérien est bon, les équipes algériennes performent dans les coupes continentales, donc il y a vraiment un visier de joueurs importants sur lequel ils peuvent s'appuyer. Mais voilà, l'unité contre le Nigeria n'existe pas en Algérie. Par exemple, à la suite de cette élimination, de ce fiasco même qu'on peut dire de cette phase qualificative,
les binationaux ont pris beaucoup de coups sur la tête, notamment surtout par les médias locaux qui les accusent de tous les maux, qui remettent en cause la moindre de leur absence. On a eu le cas par exemple avec Fawzi Goulam, le latéral de Naples, qui a pas participé à la dernière convocation et au dernier match, et toute la presse lui est tombée dessus en prétextant qu'il avait bluffé. La fédération a dit qu'il a bluffé, alors qu'au final il s'avérait qu'il était vraiment incapable de pouvoir faire le déplacement. Donc voilà, ça c'est un peu toutes ces tensions qui se cristallisent autour des binationaux. C'est un chantier qui est davantage administratif au sein de la fédération que sur le terrain. D'accord, ouais. Donc l'Algérie, voilà, comme tu le dis, un gros ménage à faire pour ne pas gâcher cette grosse génération. Et ma foi, voilà, si ménage est fait, il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas au top dans les années à venir. Mais par contre, du coup, la deuxième sélection éliminée est tout aussi mythique. C'est donc les fameux Lions indomptables du Cameroun qui pourtant sont champions d'Afrique en titre. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Déjà, ils sont un petit peu victimes de cette poule de la mort, hein, parce que c'était que des matchs compliqués. Là, ils ont eu en plus la malchance d'avoir leur double confrontation contre le Nigeria dans les journées 3 et 4. Hein. Vous savez, quand on joue le match à domicile et pratiquement sur une forme aller-retour, puisque la journée d'après, on va jouer le même adversaire sur son terrain. Donc, c'est pas forcément facile à gérer quand c'est une des équipes les plus fortes du groupe. Et puis aussi, il y a cette CAN qui a été finalement très mal digérée. Le Cameroun n'était pas programmé pour gagner cette CAN-là. Alors bien sûr, le Cameroun est une grande nation, surtout en Coupe du Monde. C'est un participant régulier au mondial, même s'il y a que peu d'équipes africaines qui passent. Le Cameroun y est souvent, très souvent même, ils y étaient en 2014 avec souvent des histoires malheureusement qui font parler d'eux davantage hors du terrain que sur le terrain. Mais c'est quand même triste de les voir absents, mais c'est logique. C'est logique dans le sens où ils sont repartis sur une nouvelle génération, une génération avec des joueurs très jeunes. Hein. Il y a plus d'Alexandre Song, il y a plus de Samuel Eto'o, il y a plus d'Achille Mana, il y a plus tous ces joueurs-là qui étaient des indéboulonnables de cette sélection et qui étaient un petit peu les leaders affichés, qui étaient également un petit peu les sélectionneurs, qui étaient un petit peu les dirigeants, qui étaient un peu les membres du bureau fédéral, enfin qui faisaient un petit peu tout dans cette équipe camerounaise et leur départ forcément a laissé un grand vide. La sélection s'est reconstruite un peu sur Benjamin Moukandjo notamment. Moukandjo qui est descendu avec Lorient en fin d'année, qui est parti du côté de la Chine aussi, donc qui a moins exposé malgré son jeune âge. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils reconstruisent avec beaucoup de joueurs qu'on pourrait appeler de seconde zone avec des guillemets, c'est-à-dire qu'ils jouent pas dans les grands clubs des grands championnats. Faut aller les voir du côté de la Belgique, il faut aller les voir dans le bas tableau de l'Espagne, il faut aller les voir même en Ligue 1, hein, on en connaît, hein, les Clinton NG, Toko Ekambi, voilà, on connaît tout cela. C'est des noms. Ouais, encore que j'allais venir sur eux, j'allais venir justement sur NG, Toko Ekambi, un peu qui sont toute cette nouvelle génération, mais qui arrivent un peu tard parce qu'eux, ils n'étaient pas forcément des membres de l'équipe qui a gagné la CAN. Clinton NG était sur le banc, si ma mémoire est bonne, oui, il n'a pratiquement pas joué. Toko Ekambi un tout petit peu, il a joué un peu davantage que lui, mais c'était pas non plus un titulaire sur le terrain. Et finalement, après cette CAN-là, il a essayé il y a eu des problèmes extrasportifs. Le sélectionneur n'est pas payé depuis la CAN. Son contrat c'est comme s'il était sans contrat en fait. Son contrat n'a pas été renouvelé, mais il continue de travailler. Il y a cette histoire avec l'organisation de la CAN 2019 qui doit se faire au Cameroun où il y a des retards sur les stades. Enfin, c'est un peu vraiment le contexte camerounais est pas favorable pour qu'une reconstruction puisse se faire sereinement. Parce que puisque c'est le Cameroun, il y a une pression et une demande d'une attente de résultat de la part du peuple incompatible avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Donc voilà, si je suis pas trop inquiet pour l'Algérie, je me suis davantage pour le Cameroun. À voir combien de temps ça va durer. J'espère pour eux que cette élimination ne va pas quand même tout remettre en cause parce que Hugo Bross, le sélectionneur a quand même fait du travail. Il commence à Mario Bros. Non, Hugo Bross, sélectionneur belge, qui est pas un globe-trotteur de l'Afrique, hein, il a une expérience au Maghreb, mais qui a quand même fait ses preuves avec le Cameroun, et puis surtout il a gagné une CAN, donc on peut pas lui enlever ça, il a déjà un très gros palmarès. Voilà,
Donc, tout ça pour dire que je suis inquiet pour ces Camerounais. Leur génération ne semble pas très prometteuse. Si vos têtes d'affiche sont Clinton Ndji, Vincent Aboubakar et Benjamin Mukanjo, c'est pas top. On a Basogo qui a fait une super CAN mais qui est parti directement en Chine, donc finalement on a très peu de visibilité sur lui. On sait pas qu'est-ce qu'il vaut vraiment, même si sur le carnet opposé, il semblerait que quand on suit ses performances, ce soit pas trop mal. Voilà, il mériterait de pouvoir jouer la Ligue des Champions européenne pour pouvoir acquérir l'expérience qui lui permettra de guider les Lions indomptables. Donc comme tu le dis, voilà, les Lions indomptables, on peut quand même être légèrement inquiet parce que, comme tu le dis, il y a peut-être quelque chose de plus grave que, même si pour l'Algérie c'est grave, c'est toujours difficile de se remettre d'aplomb, de se remettre sur pied au niveau des institutions, mais pour eux, voilà, en plus des institutions, il y a aussi peut-être un problème générationnel du côté du Cameroun, de ce grand pays du football, du continent africain, du football mondial même, j'ai envie de dire. Et écoute, je te propose de passer moi ça me tient à cœur parce que l'Égypte ça a toujours été une grande énigme pour moi et donc voilà, c'est le deuxième qualifié avant la dernière journée de ces qualifications africaines. C'est donc la fameuse Égypte, les pharaons d'Égypte qui se sont donc qualifiés en gagnant contre le Congo sur un penalty de dernière minute de j'allais dire Emiliano Sala, non c'est Mohamed Salah, autant pour moi. c'est mon petit gazon qui vient trop qui me bouche la tête, qui me prend la tête. Le lapsus est flatteur pour Emiliano plus que pour Mohamed. Ah ben oui, ça alors, hein, même si j'aime bien Emiliano Sala, oui voilà, le comparaison s'arrête là, Mohamed est bien au-dessus. Et donc voilà, l'Égypte enfin qualifiée après, tu vas me le rappeler parce que à chaque fois j'oublie, c'est 27 ans d'attente. Ouais, c'est exact. Dernière participation mondiale, c'était en 90 du côté de l'Italie. En Italie. Mondial en Italie 90, et donc l'Égypte qui a toujours été une énigme, puisque et puis je le dis, voilà, c'est petite expérience pour moi personnelle, pour moi c'est une énigme parce que l'Égypte, sur mes premiers jeux vidéo de football, l'Égypte, il y avait l'Égypte, et pourtant en 98 il n'y avait pas l'Égypte, puis en 94 il n'y avait pas l'Égypte, puis en 2002 il n'y avait pas l'Égypte. Alors moi je me demandais où est-ce qu'était l'Égypte, et pourtant l'Égypte on la retrouvait en Coupe d'Afrique des Nations et ils l'ont gagné souvent. Et enfin l'Égypte est qualifié pour le mondial. Alors autant le Nigeria, on parle souvent de mine de rien de savoir-faire en termes de compétition d'une nation ou d'un club. On peut dire que le Nigeria l'a, même si tu le dis, il y a eu de nouvelles têtes, un rajeunissement, etc. Mais tu as dit que c'était une équipe quand même assez stable, qui savait à peu près où elle allait. L'Égypte, on est sur une équipe qui a fait un grand parcours, mais qui va peut-être avoir du mal à passer le cap de la vraie compétition. Ou est-ce que vraiment cette Égypte-là arrive avec des certitudes à la Coupe du Monde? Je pense quand même que l'Égypte va arriver à cette Coupe du Monde avec un statut de novice, même s'ils ont un palmarès long comme la main avec 7 victoires dans la CAN, même s'ils ont un palmarès long comme le bras avec les équipes de clubs que sont Al-Ahly et Zamalek. Pour ce qui est de la scène internationale, l'Égypte c'est un novice, c'est seulement je crois 3 phases finales de Coupe du Monde. Ce sera la 3e phase finale de Coupe du Monde puisqu'ils ont participé en 1934 et donc en 90 pour la dernière fois. Donc à elle seule, cette statistique montre que l'Égypte sera une de ces petites équipes du mondial. Ils auront la chance quand même d'être dans le chapeau 3, contrairement au Nigeria où c'est encore en balance. Donc ça leur permettrait logiquement d'avoir un adversaire qui, au moins au classement de la FIFA, est inférieur à eux et logiquement prenable. Sinon, pour ce qui est de cette équipe, on peut quand même s'attendre à des surprises. On peut s'attendre à du spectacle. On peut s'attendre à beaucoup d'émotions. Déjà parce qu'elle est entraînée par un coach qui a beaucoup d'expérience, Hector Cooper. Donc ça parle forcément aux habitués de Lucarno Posé. Pour rappel, c'est un Argentin donc qui a entraîné Lanús, Huracan, qui a entraîné Valence en Espagne, qui a entraîné. Et voilà, pour les plus jeunes en France, il est surtout pour les plus jeunes en France, il est surtout connu pour ses passages à l'Inter de Milan et à Valence, comme tu l'as dit. Et à Valence, où il fait la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. 2000 et 2001, je crois. Je crois que 2000 c'est sûr, 2001 je crois qu'il est encore là. Je crois que c'est encore lui, mais j'ai un doute.
Ouais, s'il y en a une pour lui et une pour Benitez, si ma mémoire est bonne. Donc du coup, Hector Cooper, donc qui est à la tête de cette sélection depuis pratiquement depuis plus de 2 ans, hein, puisqu'il est arrivé en 2015. Il est arrivé suite au départ de Bob Bradley, le sélectionneur américain qui avait déjà lui était resté assez longtemps et qui avait fait du bon travail dans une période un petit peu délicate puisque l'Égypte était c'était l'Égypte post-printemps arabe dont on a pu parler lors d'un précédent podcast où le championnat était un peu en suspens, où voilà, le football a été relégué au second plan. Et donc lui, il est arrivé un peu sur les bases qu'avait installé Bob Bradley. Et il a pu profiter de cette équipe d'Égypte qui a été renouvelée avec notamment Mohamed Salah en tête d'affiche, El Neni, Trezeguet et toute cette jeune génération de joueurs qui sont tous très bons par leur talent. On peut pas oublier non plus le jeune qui joue à Stoke City, Ramadan, qui a fait des très bons matchs avec ses Égyptiens. Et puis ils ont un public, voilà, c'est exceptionnel, sincèrement. Quand vous voyez la fin de match de ce Égypte-Congo, c'est incroyable. Le penalty il est sifflé à la 92e. C'est un penalty qui peut siffler. Il y a pas de scandale sur la faute. C'est un duel dans la surface un peu rugueux où l'attaquant. Ah non, il y a aucun scandale il y a aucun scandale et les Congolais, je veux dire, laissent l'arbitre faire son travail. Il y a aucun scandale là-dessus. De toute façon, j'ai envie de dire, au moment où il a sifflé le penalty, hein, ça a été fêté comme un but. Le stade a explosé, le terrain a été envahi par les ramasseurs de balles, les photographes, tout le monde, les remplaçants, tout le monde allait sur le terrain avant même le penalty, juste au moment où l'arbitre a sifflé, pour dire à quel point c'était chaud, c'était tendu. Et puis bon, voilà, Mohamed Salah qui délivre tout le monde. Et parce que pour refaire un peu le cours du match, donc l'Égypte a eu du mal à marquer, ils ont réussi à ouvrir le score en deuxième période par Mohamed Salah déjà, et puis ils se sont fait revenir à la 85e sur une des rares occasions congolaises. Voilà, ultra frustrant, le stade s'est glacé en un instant, et puis voilà, la délivrance 5 minutes plus tard. Dire que c'était écrit, c'était de toute façon annoncé avant ce match-là que l'Égypte allait faire ce mondial. C'était qu'une question de temps. Si c'était pas là, ça aurait été lors de la prochaine journée. Mais voilà, moi je suis très content pour cette équipe égyptienne. C'est une équipe qui me plaît beaucoup. Mohamed Salah est un joueur que j'adore. Il a un style de jeu, il dégage une joie de jouer. Il est content d'être sur le terrain. Il partage ça. Il est tout le temps avec le sourire. Je me souviens à une époque, nous on critiquait souvent nos joueurs, nos Benzema, nos Ben Arfa qui jouent en faisant la tête, nos Menez, toute cette génération qui joue un peu en faisant la tête, qui parfois râlait en marquant des buts, alors que lui, il a une banane d'enfer sur le terrain. Dès qu'il marque, on est vraiment content pour lui. Et c'est le fer de lance de cette équipe égyptienne qui finalement lui ressemble aussi beaucoup. Un peu beaucoup. C'est une équipe qui arrive à se créer beaucoup d'occasions, mais qui a du mal à conclure, qui surprend beaucoup parce qu'ils sont très rigoureux. Vous imaginez bien qu'avec Hector Cooper, c'est pas du hurrah football, hein. C'est un football très tactique, c'est un football qui est très organisé. C'est des joueurs qui rentrent dans un schéma précis et qui font le travail qu'on leur demande. Et voilà, avec toujours ce petit génie, cette petite touche égyptienne que traduit très bien Mohamed Salah, avec beaucoup de technique, beaucoup de touches de balle. Et puis des gestes, on s'amuse sur le terrain, on tente des sombreros, des petits ponts, des grands ponts. Voilà, c'est le football qu'on aime. Attendez-vous à beaucoup de rigueur et avec beaucoup de rigueur, avec des éclats de génie comme ça à chaque match de l'Égypte. Et c'est comme ça qu'ils jouent. Ils sont très efficaces, ils sont solides, ils sont costauds. Donc voilà, novice au mondial, mais attention quand même parce que ce sera une sacrée équipe pour la gratter. Dans les buts, Mohamed El Hadari qui va battre le record du joueur le plus âgé à participer à une Coupe du Monde. 44 ans cette année, 45 ans. Qui va donc battre un autre Africain, puisque le joueur le plus âgé jusqu'ici était, si je me trompe pas, Roger Mila. Ah non, il me semble que c'est Farid Mondragon. Voilà, ça a été battu en 2014 justement par Mondragon. Gardien colombien, Farid Mondragon. D'accord. Qui se fera dépasser par un autre gardien, Essam El Hadari. Donc logiquement, enfin on lui souhaite en tout cas, seule une blessure le priverait de ce mondial. Mais voilà, ce serait un crève-cœur s'il n'y participerait pas. Après une carrière comme il a eu, oui, ce serait un crève-cœur, comme tu le dis, ce serait terrible. Et c'est justement, l'Égypte qui n'a pas participé à aucune Coupe du Monde pendant ses 24 ans. Il a joué pendant plus de 24 ans avec nous.
sans jamais parler. Et ça va arriver pour son baroud d'honneur, quoi. C'est génial. C'est vraiment une belle histoire. Et donc, on aura les deux extrêmes. Le plus vieux El Hadari en attaque, et puis devant le petit jeune Mohamed Salah qui va essayer de porter toute la nation sur ses épaules. Eh bien, ma foi, cette Égypte, on l'attend. Moi, je l'attends. Comme tu dis, je la trouve rafraîchissante, même si sur le terrain, il faut s'attendre à un peu de rigueur tactique. Voilà. Moi, je trouve quelque chose de très rafraîchissant, cette Égypte. Et j'ai vraiment envie de la voir au plus haut échelon, enfin, à la Coupe du Monde. Et ça va être bien passionnant, tout ça. Je rappelle rapidement, hein, l'Égypte, donc, qualifiée une journée avant la fin, et elle est aux dépens de l'Ouganda, du Ghana et du Congo. Rapidement, en 2-3 mots, puisque ma foi, dans son groupe, le Ghana est éliminé. Le Ghana et même s'ils ont quelques soucis depuis 2014, le Ghana est en principe un des grands habitués des grands rendez-vous mondiaux depuis au moins 2006. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour le Ghana? En fait, c'est tout simplement, ils ont affronté l'Égypte sur le premier match en Égypte. Ils ont pris une petite déculottée 2-0, pardon, et ça les a très mal lancés dans la compétition. Ils se sont fait surprendre par l'Ouganda dans le match d'après à domicile. Un point en 2 matchs, c'était rédhibitoire face à une Égypte qui en avait déjà pris 6. Voilà, c'est tout simplement comme ça que le Ghana s'est fait sortir de cette compétition. Et puis voilà, quand vous commencez mal, après avoir mal commencé la compétition, ils ont un petit peu lâché au milieu. Et sur la fin, sur le dernier match, ils ont repris un petit peu espoir puisqu'ils ont pu prendre de gros points contre le Congo dans la double confrontation, pardon. Et arrivé contre l'Ouganda, donc ils jouaient le samedi, donc lors de la dernière journée. Ça s'est fini sur un 0-0, alors qu'ils ils auraient dû bénéficier d'un penalty, ils auraient dû marquer un but sur un hors-jeu qui était inexistant, et ça leur aurait permis, en cas de défaite ou de match nul de l'Égypte contre le Congo, de pouvoir avoir une finale à Accra lors de la dernière journée et espérer une remontada, puisqu'ils auraient un goal average à remonter. Mais bon, de toute façon, avec la victoire de l'Égypte contre le Congo, il n'y a pas de déception à avoir pour le Ghana. Ils ont tout simplement mal commencé dans un groupe qui aurait pu être à leur portée, mais entre l'Égypte et le Ghana, une mauvaise opération pour le Ghana, pour les Black Stars. Et puis comme tu le dis, faut rappeler que les éliminatoires africains, ça se joue dans des poules de 4 avec des matchs aller-retour, et dans des poules de 4 une poule de 4 matchs aller-retour, ça en un ou deux mauvais résultats peut changer toute la donne. C'est bien différent de nos qualifications à 6 équipes ou plus. C'est le mauvais résultat, le faux pas est fatal bien plus vite, et c'est ce qui est arrivé au Ghana, quoi. D'accord. Exactement. Alors je te propose du coup, puisque on le rappelle, les qualifications ne sont pas encore. Oui, tu voulais dire, vas-y. Non, juste tu pourras peut-être rajouter, si tu peux faire un montage et passer devant. C'est quand même aussi un petit clin d'œil de l'histoire, parce que c'est le Ghana qui avait privé l'Égypte du mondial 2014. Donc voilà, chacun son tour. Cette fois-ci, c'est favorable à l'Égypte. En effet, chacun son tour. Et écoute, je te propose, puisque comme on le dit, il reste une journée de qualification, une journée une série de matchs pour se qualifier dans ces éliminatoires africains. Qui seront en novembre, cette série de matchs, ces dernières journées. Et du coup, le sort n'est pas joué dans plusieurs groupes, le groupe A, le groupe C, le groupe D, donc 3 groupes de ces qualifications. Je te propose de faire un petit point groupe par groupe rapidement pour nous dire avant ces dernières journées, quels sont les enjeux de chaque groupe, qui peut encore se qualifier ou ne pas se qualifier. Et je te propose très logiquement de commencer par le groupe A, le groupe de la Tunisie, du Congo, mais alors du Congo, de l'autre Congo, le RDC, République démocratique du Congo, de la Guinée et de la Libye. Alors dans ce groupe, ça va être clair, ça va se jouer entre la Tunisie et le Congo, parce que la Guinée et la Libye n'ont que 3 points et sont complètement largués. Il me semble, je ne me trompe pas, alors les derniers matchs seront Tunisie-Libye et Congo-Guinée. Du coup, il n'y a pas de finale directe. La Tunisie est devant à 3 points d'avance. Avantage Tunisie simplement avec ses 3 points.
Oui, franchement, Simon, je pense qu'on peut dire que la Tunisie a un pied et quatre orteils en Russie. Donc ils ont 3 points d'avance et ils ont une différence de but aussi favorable. Ils ont 3 buts d'avance sur la RDC. C'est la différence de but générale qui compte. Donc c'est sûr qu'une défaite de la Tunisie et une victoire du Congo avec peut-être 2 ou 3 buts pourrait leur permettre de se qualifier. Après, dans les faits, la Tunisie reçoit, sera à domicile contre la Libye. Alors ok, la Libye, c'est le voisin, il y a une petite rivalité avec eux. Mais bon, la Libye joue en Tunisie, puisqu'ils ont joué tous leurs matchs de la phase de poule à Monastir à cause de la situation et des tensions politiques qu'il y a encore là-bas. Donc bon, moi, sincèrement, je ne fais pas d'illusions à ce que le RDC puisse aller à ce mondial. Voilà, la Tunisie va faire le job contre la Libye. Ils vont boucler cette affaire. Il leur suffit de faire un match nul, mais je pense même qu'ils vont gagner. Ça va être devant leur public, ça va être une belle fête. Contrairement à l'Algérie, il y a beaucoup moins de binationaux dans cette équipe tunisienne. La majorité des joueurs jouent dans le championnat national ou sont passés par les équipes du championnat national comme l'Espérance comme le club africain, comme l'Étoile du Sahel contre le CS Sfax. Enfin voilà, c'est des joueurs qui sont connus et reconnus par le public. Leur leur vedette plutôt c'est Msakni. Voilà, un éternel espoir dont on a attendu monts et merveilles. En même temps, il était annoncé beaucoup du côté du Paris Saint-Germain puisque ça devait être la recrue maghrébine, la recrue, la caution arabe du PSG qatari. Et, voilà, on parlait de lui, on parlait de Benzema. Et puis finalement, il est parti à l'Ekouya du côté du Qatar et poursuit sa carrière là-bas en faisant ses coups d'éclat de temps en autre avec la Tunisie. Clairement, c'est lui qui a qualifié cette équipe pour le mondial. On espère qu'il sera en forme et qui pourra se mettre en lumière en Tunisie. C'est un joueur qui le mériterait, qui a le talent pour le faire. Voilà, en espérant que tout se passe bien mais bon, sincèrement, pour moi, la Tunisie est pratiquement qualifiée et j'ai l'impression faudra demander à Farouk qui le sait davantage, mais j'ai l'impression quand même qu'il travaille sereinement depuis plusieurs années, que ce soit avec la sélection, avec ses binationaux, ils font un très bon travail. Il y a très peu d'histoires qui sortent sur eux. C'est souvent des histoires qui sont liées au club, au championnat, des histoires avec les supporters, des choses comme ça. Mais d'un point de vue de la gestion, j'ai l'impression que les choses sont quand même bien faites du côté de la Tunisie. Donc voilà, donc on devrait retrouver les Tunisiens au mondial russe comme on les avait vus en 98, en 2006. Et c'est tout. Mais il me semble, si je me trompe pas, on les a pas vus depuis 2006. Ils n'étaient pas là en 2010, ils n'étaient pas là en 2014. Donc, on devrait retrouver une vieille connaissance, donc, que l'on avait perdu de vue depuis 10 ans. Enfin, en tout cas, l'échelon mondial. Donc voilà, oui, ça te paraît évident. Et c'est vrai qu'on regarde sur le papier comme ça, voilà, les affrontements étant ce qu'ils sont et l'avance étant ce qu'elle est, la Tunisie paraît difficilement délogeable de cette première place qualificative. L'autre groupe, un autre groupe qui contient le troisième larron maghrébin d'ailleurs, le groupe C, où va se jouer où le tout n'est pas encore joué également. C'est donc le groupe C du Maroc, comme je vous l'ai dit, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mali. Le Gabon et le Mali sont d'ores et déjà éliminés, mais tout reste à faire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire avec ce coup-ci une énorme finale à venir à Abidjan, ça se jouera, j'imagine, à Abidjan, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors, pas sûr, par contre, que ce soit à Abidjan. Ils ont refait leur stade pour la coupe, pour les Jeux de la francophonie, pardon, cet été. Enfin, durant l'année, il a été remis à neuf pour cet été. Mais depuis, les éléphants, ils ont joué plusieurs matchs, hein, mais ils ont marqué dans le nord du pays. Ça leur a pas réussi ils restent sur 2 défaites, hein, contre la Guinée en phase de qualification pour la CAN et contre le Gabon là en phase de qualification pour le mondial tout dernièrement. Voilà. Je suis pas très très optimiste pour les joueurs de Marc Wilmots, surtout que ils sont partis, ils ont pas su faire mieux qu'un match nul à Bamako lors de la dernière journée, alors que le Mali est d'ores et déjà éliminé et venait de perdre son sélectionneur Alain Giresse qui a mis la clé sous la porte. Et malgré ça, ils ont pas réussi. Ils ont fait un match très très moyen où c'est le Mali on avait l'impression que c'était le Mali qui jouait sa qualification plutôt. C'est le Mali qui s'est créé des occasions, qui a touché la barre. Et la Côte d'Ivoire, c'était le néant. Et
du coup, le Maroc en a profité pour leur passer devant. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire était tout le temps première dans cette phase de poule. Et sur l'avant-dernière journée, ils se feront passer devant. Et ça peut avoir une grande impact parce que au final, le Maroc arrivera en Côte d'Ivoire qualifié au coup d'envoi, puisque le 0-0, le match nul qualifie les Marocains. Le Maroc qui a 1 point d'avance. Le Maroc a 9 points et la Côte d'Ivoire a 8 points. Et un retard de 4 buts, la différence de buts. Le Maroc ayant un plus 9 et la Côte d'Ivoire plus 4. Ouais, le Maroc a été bien aidé par notamment un 6-0 qu'ils ont infligé au Mali. Ça leur a donné un grand boom au niveau du goal average. Mais bon, le Maroc n'a toujours pas perdu. Ils sont à 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont ballottage favorable. La Côte d'Ivoire sera à domicile. Il faut pas négliger ce facteur-là. Mais bon, Marc Wilmots, depuis qu'il a pris la tête de cette sélection des éléphants, c'est pas très bon. C'est pas de victoire en Côte d'Ivoire. Que des matchs très moyens, que ce soit pour la CAN, que ce soit pour ce mondial-là. Il a fait appel aux anciens. Alors la Côte d'Ivoire a été privée de Gervinho et normalement Gervinho devrait être de retour contre le Maroc, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles d'un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps? Franchement, je suis pessimiste pour ces Ivoiriens et au contraire donc du Maroc qui est entraîné par Hervé Renard, qui logiquement le taf, s'ils sont organisés comme Hervé Renard sait le faire, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser ses joueurs et de les faire partir au charbon à 300%, bien au-delà des capacités que le joueur pouvait imaginer lui-même au départ. Donc voilà, moi je m'attends à voir le Maroc capable de réaliser finalement ce qui serait pas forcément un exploit, mais d'éliminer la Côte d'Ivoire de la Coupe du Monde. Donc en tout cas sur ces terres, c'est pas une mince affaire. Sinon juste un petit mot sur une petite anecdote qu'il y a eu dans ce groupe-là lors de la dernière journée, puisqu'on a eu le Gabon qui est revenu dans la course suite justement à cette victoire qu'ils ont obtenue à Bouaké contre la Côte d'Ivoire. À la surprise générale, ils avaient perdu 3-0 le match précédent contre ces mêmes Ivoiriens à Libreville, et puis finalement ils arrivent à s'imposer en Côte d'Ivoire 2-1, et ça les a relancés complètement dans le match. Du coup, Aubameyang, qui avait boudé la sélection, est revenu et pour jouer le Maroc, et au final le Maroc était à 6 points, le Gabon était à 5 points avant ce match-là, donc tout était encore possible. Et voilà que le coup du jus d'orange, les joueurs jouaient avec des maux de ventre le jour du match, le matin du match. Voilà, c'est sorti dans les médias, c'est Aubameyang qui a balancé ça sur les réseaux sociaux, ça a fait un petit peu le buzz, mais ça n'enlève en rien à cette victoire qu'a obtenue le Maroc 3-0. Avec une réponse pleine d'humour de Benatia, qui a répondu, il me semble avoir vu une vidéo où il répond à Aubameyang en lui disant qu'il se trompait, que ce n'était absolument pas le jus d'orange qui était vicié, mais bien le thé. Donc, tu vois, tu m'apprends ça, donc j'étais même pas au courant. Donc, tant mieux que ce soit pris à la rigolade, je pense que peut-être ça a froissé un petit peu les Aubameyang et les Gabonais, mais bon, de toute façon, Aubameyang avait déjà lâché son équipe en ne venant pas au rassemblement précédent pour affronter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était un peu un Gabon miraculé qui s'était présenté au Maroc et qui, voilà, je pense, de toute façon ne prétendait pas à grand chose, et le Maroc est quand même bien calibré pour pouvoir représenter l'Afrique à ce mondial. Voilà, il leur reste un point à prendre, c'est jouable. Bon, bah écoute, Maroc, donc avantage Maroc, on va dire, contre cette Côte d'Ivoire très très instable et dont le seul atout paraît celui de jouer à domicile ce dernier match, cette finale de groupe. Le Maroc paraît sur un groupe beaucoup plus calibré, et puis ma foi, ils ont à leur tête, comme tu l'as dit, ce magicien d'Hervé Renard qui, dès qu'il touche une sélection africaine, c'est vraiment dingue, semble faire des miracles, puisqu'il est en passe de qualifier, donc, comme on vous l'explique, le Maroc à une Coupe du Monde, ce qui n'est pas arrivé depuis 1998, chers amis, c'est-à-dire 20 ans, ça fera 20 ans. Voilà, ce sera 20 ans après pour le Maroc, 20 ans après la génération des Naïbet, des Bassir, des Hadji, mais le grand frère, Mohamed et non Youssouf. Non, Youssouf ou non Mohamed? C'est Youssouf le plus vieux. Non, c'est Youssouf. Non, Youssouf Hadji est celui qui joue à Nancy. Donc le plus jeune, Mohamed Hadji. Donc Mohamed était celui le plus vieux. D'accord. Et c'est celui qui était là en 98. D'accord. Et donc voilà pour le groupe C du Maroc et de la Côte d'Ivoire et du Gabon et du Mali, mais qui sont ma foi déjà éliminés.
Et on va en arriver au dernier groupe qu'on n'a pas encore, dernier groupe à jouer sa qualification pour le mondial, avec une particularité, tu vas nous l'expliquer. Donc le groupe D, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud. Un groupe où cette fois-ci les 4 peuvent encore se qualifier. Pourquoi ? Eh bien parce que si le Burkina Faso et le Cap-Vert n'ont plus qu'un match à jouer, le Sénégal et l'Afrique du Sud en ont encore 2, juste pour donner le classement, avec moins 2 matchs pour le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le Sénégal est premier avec 8 points, le Burkina Faso est second avec 6 points, le Cap-Vert est troisième à égalité avec 6 points mais une moins bonne différence de but, moins 4, et l'Afrique du Sud dernier avec 4 points, et comme on l'a dit, 2 matchs en retard. Le match en retard est donc un gros Sénégal-Afrique du Sud, un Afrique du Sud-Sénégal. D'ailleurs, pourquoi ce match en retard, PM ? Alors, juste avant de revenir sur le match en retard, on va quand même faire une petite rectification pour nos auditeurs. C'est bien sûr Moustapha Hadji et non Mohamed Hadji, hein, parce que nous qui étions, Simon, des contemporains de ce mondial 98 qui nous a fait rêver tous les deux, c'est vrai que Youssouf Hadji, ça nous parle plus que Moustapha Hadji, plus que Mohamed. Et d'ailleurs, il est dans le staff avec Hervé Renard, donc voilà, c'est justement, il apportera son expérience de 98 au Moustapha et Mohamed. Donc, une fois que cette rectification est faite, venons-en donc à ce groupe où tout est possible et prévisible, où certaines équipes ont plus de matchs à jouer que d'autres, hein, comme tu l'as très bien dit, avec le Sénégal et l'Afrique du Sud qui doivent rejouer un match qui se joue en Afrique du Sud suite à une manipulation du résultat qui a été faite puisque la FIFA a fait rejouer le match, donc c'est que ça a dû être avéré. L'arbitre, Monsieur Lamptey, un Ghanéen, a été suspendu. Mais voilà, c'est un peu trop parce que il n'y a pas eu de communication sur cette affaire-là. On sait manipulation, mais de qui, par qui. On sait juste que la fédération sud-africaine n'a pas été suspendue, donc logiquement c'est qu'elle n'est pas impliquée. Mais bon, voilà, c'est quand même une histoire très floue qui met complètement la zizanie dans ce groupe, puisque comme tu l'as dit, hein, pour l'instant les équipes se tiennent en 4 points, avec l'Afrique du Sud qui est dernière avec 4 points, mais qui a 2 matchs à jouer, donc techniquement est en mesure de passer devant le Sénégal, surtout que les 2 matchs qui leur restent à jouer sont contre les Sénégalais, contre les Lions de la Teranga. Donc s'ils font carton plein contre eux, ils iront en Russie. Lors de la dernière journée, c'est le statu quo en fait. Le Burkina pouvait se mettre dans une position un petit peu plus confortable en allant jouer contre l'Afrique du Sud, qui était éliminée avec 1 point. Sauf que en ayant la possibilité de rejouer ce match-là, c'est potentiel de 6 points. Donc eux se retrouvent de nouveau mis en course dans la compétition pour ce mondial-là. Et résultat, ils ont fait qu'une bouchée du Burkina. 3-1 score final, 3-0 à la mi-temps, 3-0 qui aurait pu être 4 ou 5. Un but d'entrée de jeu dès l'entame du match. Une réduction du score à la 92e par Alain Traoré sur un coup franc. Donc voilà, un résultat complètement surprenant, mais qui permet à l'Afrique du Sud de revenir dans la compétition et qui de fait pratiquement élimine le Burkina Faso. Ils se retrouvent avec 6 points. Il leur reste un match à jouer contre le Cap-Vert, qui reçoivent à domicile, donc ils peuvent potentiellement arriver à 9 points, mais il faudrait pour ça que le Sénégal perde ses 2 prochains matchs contre l'Afrique du Sud, ce qui est difficilement envisageable, même s'ils peuvent laisser des points du côté de Johannesburg. J'imagine que le match sera du côté du Soccer Park de Johannesburg. Voilà, du côté de Dakar, c'est quand même difficile à croire que le Sénégal puisse laisser passer une qualification au mondial alors qu'ils ont les cartes en main qui jouent devant leur public. Donc voilà un petit peu pour ce groupe-là. Le Cap-Vert lui aussi est revenu dans la compétition, mais ils ont joué donc le dernier match contre le Sénégal à domicile. C'était un match qui s'est joué à Praia sur un terrain synthétique, mais surtout avec beaucoup de vent, énormément de vent, un vent qu'on peut apparenter au Mistral du côté de Marseille, qui lors de la belle époque d'un stade Vélodrome sans toit faisait revenir les ballons en arrière sur les dégagements des gardiens. Donc c'est un schéma du côté de Praia, et ça a pas suffi au Cap-Verdien pour réussir à s'imposer à domicile. Là aussi, comme pour le Burkina, si le Cap-Vert gagnait ce match, ils étaient à égalité avec ils étaient devant le Sénégal au coup d'envoi puisqu'ils avaient 6 points, le Sénégal 5. Ils étaient en mesure vraiment de se donner toutes les chances d'aller en Russie. Et bon, finalement, c'est Diafra Sakho qui, en toute fin de match, sur une action un peu cafouillée, arrive à ouvrir le score. Voilà. Puis dans les arrêts de jeu, il y a Cheikh Ndoye qui
pour la statistique, marque un deuxième but sur une passe décisive de l'arbitre, ce qui est quand même assez rare, donc faut le souligner. Hein. L'arbitre qui lui donne un bon ballon sur le côté et ça lui permet d'enrouler la balle lucarne opposée, donc c'est un très beau but, avec une belle assistance de l'arbitre. Mais voilà, ça a en tout cas condamné les Cap-Verdiens et mis les Sénégalais en position favorable. Donc comme tu l'as dit, 2 matchs pour à jouer, ils ont 8 points. Leurs 2 adversaires directs, le Burkina et le Cap-Vert, en ont plus qu'un à jouer, ils ont 6 points. Donc pour eux, ça apparaît très compliqué. Et puis l'Afrique du Sud qui est condamnée à 2 victoires contre les Sénégalais pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Voilà. Là, dans ce groupe-là, de la même manière que la Tunisie et le Maroc sont quand même dans un ballottage assez favorable à l'approche de sa dernière journée, le Sénégal est également en ballottage favorable pour pouvoir aller au mondial en Russie et pour pouvoir renouveler l'exploit de 2002 où les Sénégalais, souvenez-vous, nous avaient fait très mal en nous éliminant de la Coupe du Monde Japon-Corée. Non, je me souviens pas. Non, j'ai dû faire je me souviens pas de quoi vous parlez, monsieur. Je sais pas du tout. Cette équipe qui était entraînée, pour l'occasion, on peut quand même le dire, par Bruno Metsu, hein, qui est décédé depuis et qui avait apporté beaucoup de bonheur au peuple sénégalais. Et puis une équipe qui était menée, souvenez-vous, par le fantasque El Hadji Diouf. Et on peut citer les joueurs. Toi qui es stéphanois, j'imagine que tu te souviens de Lamine Diatta, qui avait pris part à ce mondial et qui me souvient pendant longtemps. Oui, tout à fait. Voilà, donc si on a fait un petit peu tout, je sais pas si tu as des... Oui, non, qu'est-ce que j'allais dire, écoute, j'allais pour terminer sur ce groupe D, comme tu l'as dit, comme pour les autres groupes où il reste des matchs à jouer, où la qualification reste encore à jouer, si tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe D, un peu comme la Tunisie et le Maroc, voilà, le destin est dans leurs mains et sauf dévissage ou dérapage un peu incontrôlé et surprenant, le Sénégal devrait se qualifier. Et ben écoute, comme tu le dis, je pense qu'on a fait un très bon tour d'horizon de ces qualifications africaines. On fera évidemment un point final pour parler du résultat de ces groupes, de ce qui reste à jouer là pour la Tunisie, donc le Maroc, Côte d'Ivoire et le Sénégal, Burkina Faso, etc. Eh bien, on a fait un super point et moi je leur dis, j'ai vraiment hâte de voir cette Égypte venir au mondial. Et aussi d'ailleurs, tu l'as dit, puisqu'on peut jouer sur la nostalgie, revoir le Maroc aussi, parce que oui, comme tu l'as dit, 98, c'est notre génération tous les deux, et je me souviens vraiment de ce Maroc qui aurait pu se qualifier, qui aurait vraiment pu se qualifier en plus. Et le Maroc qui en plus nous gratifie à chaque fois d'un très beau maillot avec ses couleurs vert et rouge, qui sont identifiables parmi tant d'autres et qui sont toujours de très bons goûts. Mais en tout cas, moi je suis très content que ce soit l'Égypte et le Nigeria, c'est déjà 2 superbes équipes, 2 super représentants pour le continent africain. Ajoutez-y la Tunisie, le Maroc ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire et on aura quand même de sacrés représentants pour notre continent en Russie et j'espère de quoi prétendre à un quart de finale et bon, avec un peu de chance au tirage, ça pourrait être envisageable pour une de ces 5 équipes. Un peu de chance au tirage et même envie de te dire avec de l'espoir même, puisque le football est fait d'espoir, pourquoi pas ne pas imaginer une demi-finale historique d'une équipe africaine. Tout est possible dans le football, c'est Lilian qui l'a dit en 98, encore une fois d'ailleurs. Eh bien merci Pierre-Marie, on se retrouve bientôt sur un podcast Lucarne Opposée, ma foi, pour faire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits points sur les coupes continentales de clubs africains, donc pourquoi pas se retrouver pour ça, on va s'organiser ça. Merci à toi. C'est moi qui te remercie, c'était un grand plaisir et c'est toujours un grand honneur de pouvoir contribuer à la magnifique histoire de l'autre football. Eh bah écoute, c'est un plaisir aussi pour moi. Et eh bien voilà que ce podcast qualification, ce second volet, donc spécial qualification de Coupe du Monde 2018, s'achève. Ce volet africain s'achève. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous invite bien entendu à partager si vous avez aimé. Et moi de vous dire, eh bien écoutez, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir à tous.